Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Passion Auto. Cette semaine, on a beaucoup de beau matériel à vous présenter. On aura bien sûr l'actualité pour terminer l'émission. Le film en vedette à Cinéparc, c'est le film Duel. Cette fameuse poursuite entre une voiture et un camion lourd. On aura bien sûr notre atelier branché avec Benoît Charette, mais d'entrée de jeu, nous vous présentons l'essai du Genesis GV80. Lorsque Genesis est devenu sa propre marque de luxe... C'est bon, ça. On la garde. Qu'est-ce que t'en penses? C'est de la merde. Lorsque Genesis est devenu sa propre marque de luxe en 2015, je dois avouer que je pensais que c'était pour se planter. Parce que quand on y pense, Honda, Nissan et Toyota tentent de déclasser les marques européennes depuis plus de 30 ans, avec Acura, Infiniti et Lexus. Mais sans succès. Mais qu'est-ce que Hyundai peut bien savoir faire de mieux que les Japonais? Il se trouve que 6 ans plus tard, Genesis se porte bien, même que les carnets de commandes de son prochain VUS compact, le GV70, sont déjà bien remplis. Il s'agit du deuxième VUS signé Genesis. Le premier à avoir lancé la balle, c'est celui-ci, le GV80 2021. C'est comme un Kia Telluride de luxe, un peu? Non, c'est vraiment un autre moteur, une autre plateforme. C'est complètement séparé de Kia. Ah, comme un Palisade. Toi, t'écoutes pas quand je te parle. Le GV80 s'intègre dans le segment populaire des VUS intermédiaires de luxe, où on y compte des concurrents de taille, comme le Audi Q7, le BMW X5, le Mercedes GLE et le Porsche Cayenne, mais aussi l'Acura MDX, l'Infiniti QX60, le Lexus RXL, le Lincoln Aviator et le Cadillac XT6. Ça va? Oui, donne-moi deux petites secondes. Il y en a des modèles. Orné d'une gigantesque grille, d'un design qui ne passe pas inaperçu et qui fait penser à un Bentley Bentayga. Mais un peu plus beau quand même. Ainsi que des technologies novatrices comme l'affichage en 3D qui s'adapte à ta vision. Le GV80 se vend à un prix de départ de 64 500 $ et ce, bien équipé et sans option. C'est d'ailleurs ce qui démarque Genesis de la concurrence. Son modèle d'achat simple, abordable et sans tracas. Au total, il y a 4 déclinaisons. Celui-ci, c'est le Prestige 3.5T All-Wheel Drive à 85 000 $. C'est le top des tops. Ensuite, vous pouvez choisir votre agencement de couleurs à l'intérieur, vos jantes, vos couleurs de carrosserie et tout ça sans frais supplémentaires. Fini d'ajouter des packages qui finissent plus comme chez les Allemands. Genesis livre ensuite le véhicule chez vous ou vous pouvez aller chercher à une boutique Genesis qui se situe souvent dans les aéroports ou dans des centres d'achat. Ouais, mais Tesla aussi fait ça de vendre un char en ligne. Ouais, mais lui, il vient avec un service de voiturier. Pendant 3 ans, il se passe quoi que ce soit, ils viennent te chercher, ils te laissent une voiture, c'est sans tracas qu'ils disent. Tu sais, les gens qui disent, ils disent, maudits qui ont l'air épais. Ce qui est bien dans un Genesis GV80, c'est l'ambiance qui est quand même zen, que c'est relax. Papa, j'ai envie de pipi. Oui, écoute, es-tu capable d'attendre 2 petites minutes? Papa va finir sa vidéo, puis après ça, on va aller faire pipi, OK? OK. C'est bon? Alors, ce que je disais, c'est vraiment l'ambiance. Papa, ça fait-tu 2 minutes? Les enfants, faites comme d'habitude. Soyez calmes comme d'habitude, là, comme que vous aimez faire, OK? OK. C'est bon? OK. Papa va continuer. Alors, ce que je disais... Sous le capot du GV80 se cachent 2 choix de moteur, soit un 4 cylindres turbo de 2,5 litres, d'une puissance de 300 chevaux et d'un couple de 311 livres-pieds. Le modèle à l'essai est toutefois muni du V6 biturbo de 3,5 litres qui propose une puissance beaucoup plus intéressante de 375 chevaux et un couple de 391 livres-pieds. Quand même! OK.
Chaque moteur est jumelé à une boîte automatique à 8 rapports. Et ici, au Canada, le rouage intégral vient de série. Le freinage, il est bon. La tenue de route est excellente. Je suis surpris. Je suis vraiment surpris. Le GV80 a une apparence distinguée. Il est classe, confortable, bien assemblé et hyper luxueux. Par moments, on se demande même pourquoi Mercedes en offre pas autant. Capable de remorquer jusqu'à 6 000 livres, le GV80 viendra certainement donner du fil à retordre à des marques comme Cadillac, Lincoln et Infiniti. J'irais même à dire qu'il commence même à perturber les ventes des 3 ténors allemands, car depuis son arrivée, il a déjà surpassé les ventes de toutes les berlines du constructeur réunies. Quand même pas pire pour une Hyundai. Ouais, mais là, c'est pas Hyundai, c'est pas un Kia, branche-toi. Écoute, c'est juste la conclusion, là. Calme-toi, là. Ouf, je l'ai eu. One take. T'es surpris, hein? Activité populaire aujourd'hui au Québec. On va en parler avec Hugo. Salut. Salut, Benoît. Alors, Hugo, le remorquage, il y a beaucoup de gens qui en font, mais ce ne sont pas tous les véhicules qui sont équipés d'origine avec de l'équipement pour remorquer. Les pick-up, évidemment, c'est normal, c'est fait pour remorquer. Oui, ça vient avec. Mais si vous avez un véhicule qui n'est pas équipé d'un attelage de remorquage et que vous en voulez un, c'est quoi les étapes à suivre? Bien, première chose à vérifier, c'est ce qu'on va faire avec l'attelage de remorque et puis les capacités du véhicule. Parce qu'on a soit des classes 1, qui est une attache avec un trou 1 pouce écart. Oui, puis ça, c'est pour les petites utilisations, là, des vélos ou des choses comme ça. Là. C'est ça. OK. Sinon, on a l'attelage classe 3, qui est un trou 2 pouces, pour tirer une remorque ou quelque chose de Une plus sérieux. roulotte, bateau ou des choses comme ça. Là. Ouais. OK. Bon, maintenant, les étapes à suivre. On a trouvé notre attelage, on connaît notre classe. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour être sûr d'être bien équipé? Bien, premièrement, il faut rajouter un connecteur électrique pour pouvoir avoir des lumières sur notre remorque. C'est assez nécessaire, oui. Maintenant, ils appellent ça un T-connecteur. OK, c'est ce qu'on a ici, là. Oui, OK. Ça va se connecter directement dans les lumières de l'auto. On n'a pas besoin de couper de fil. Ça cause pas de Ouais, problème ça, c'est électrique. intéressant, là. Là, maintenant, c'est branche égaux. Il n'y a plus de fil à couper, ajuster, tout ça, c'est tout Non. prévu. Exact. Bon, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a aussi l'adaptateur. Les freins, j'imagine, pour allumer les freins sur la remorque si vous avez des freins. Bien, c'est tout dépendant de la remorque qu'on va emprunter Freine pas. ou utiliser. Si elle a des freins, c'est pas la même prise. Donc, il existe des adaptateurs pour convertir. 4 fils À ou 7 7 fils. fils. OK, bon. Donc, ça va avec ça. Bon, une fois qu'on a l'équipement de base, Hugo, il faut maintenant savoir quelle grosseur de boule qu'on a besoin. Oui. Il faut savoir la bonne grosseur de boule et la bonne barre d'accouplement qui va avec la boule. Oui, parce qu'il y a des hauteurs différentes, il y a des ajustements à Il y a faire. des ajustements. Donc, ça, c'est intéressant. Autre point, il y a de l'entretien à faire. Parce que souvent, on oublie que les roulottes, souvent, on ne s'en sert pas souvent. On met ça, puis on s'en va avec. Mais on oublie certains entretiens. On a des exemples ici, on a des roulements, de la graisse. Comment est-ce qu'on fait au juste pour bien entretenir ça? Ouais, que ce soit une roulotte ou une remorque, peu importe. Il faut lubrifier les roulements de roues avec une graisse faite pour ça. Il faut les vérifier aussi, être sûr qu'ils sont encore bons. Il faut vérifier aussi les pneus. Ils ont une durée de vie d'à peu près 5 ans. Ouais. C'est pas parce qu'ils Peu usent... importe le millage. Ouais, là. c'est pas qu'ils usent, c'est qu'ils sèchent et ils craquent. Le soleil fait son œuvre. Là. Puis aussi, on a des ensembles complets de freins. Ouais, ça, c'est intéressant parce que des freins aussi, ça s'use. Et là, on vend des ensembles complets, il n'y a rien à faire. Complet. On installe, merci, bonsoir. Oui. OK. Autre détail important, il faut être vu. La sécurité, c'est toujours primordial. On peut changer les lumières sur une remorque. Oui, on a des lumières de remplacement ou sinon, on a des kits de conversion ODEL. Pour OK. être plus visible, c'est beaucoup plus fiable, puis c'est pas vraiment plus dispendieux. Tu as une meilleure sécurité. Ouais. Merci, Hugo. Duel, le premier long-métrage de Steven Spielberg. Spielberg voulait faire du cinéma, mais les places limitées dans cette industrie l'obligent à se tourner vers la télévision pour commencer sa carrière.
Gardant en tête son objectif absolu, il réalise des émissions comme s'il était au cinéma. C'est d'ailleurs cette méthode de travail qu'il applique pour faire le premier épisode de Columbo. Suite à la diffusion de celui-ci, la chaîne ABC donne la chance au jeune réalisateur pour faire son premier film, qui sera diffusé à la télé seulement. Le choix du synopsis se fait grâce à la secrétaire de Steven, qui lui montre un article dans Playboy Magazine. Le scénariste Richard Matheson décrivait son histoire vécue suite à l'intimidation qu'il avait subie sur la route par un camionneur. Spielberg le contacte et Matheson lui écrit un scénario. Le studio accorde à Spielberg 10 jours de tournage et 400 000 $. C'est pas beaucoup. Nope. Et la production lui demande de faire une bonne partie du tournage en studio, grâce à la projection, ce qu'il refusa catégoriquement. Il trouvait cette technique peu réaliste et cheap. Spielberg avait en tête la poursuite et le jeu psychologique que l'acteur devait interpréter. Mais son idée pour la voiture était assez simple. Une voiture rouge. Pourquoi? Je m'en viens. Une voiture rouge est beaucoup plus visible sur les autoroutes désertiques californiennes. Pour les plans larges, il était primordial de bien la voir. Donc le choix s'arrête sur une Plymouth Valiant 1970 qu'il repeint en rouge. Mais pourquoi une Valiant? Aucune raison. Mais pourquoi ils n'ont pas pris une voiture qui était déjà rouge? Pour le camion-citerne, c'est différent. Ils veulent un camion avec de la gueule, un personnage en soi. Spielberg veut qu'on puisse reconnaître un visage méchant. Il choisit un Peterbilt 281 1955. Il lui donne une apparence malpropre et lui ajoute des immatriculations en guise de trophée de chasse. C'est le cascadeur Kerry Lofton. Ça, c'est le cascadeur des cascadeurs pour le camion. Tout le temps lui? Oui, il est mort. En camion? Âgé de 50 ans à l'époque, il a le mandat de conduire le camion. Bien qu'il semble que le camion roule à une vitesse dangereuse sur les routes sinueuses de la Californie, il ne dépasse pas en réalité les 60 km/h. Pour donner l'impression d'une vitesse accrue, Spielberg a emprunté la voiture caméra spécialement conçue pour le trailer Bullitt de Steve McQueen. Elle pouvait abaisser la caméra à seulement 15 cm du sol. Il a également filmé les voitures sur un fond de falaise, ce qui, combiné à une perspective ascendante des roues, crée une illusion d'optique de rapidité. By the way, Spielberg travaille en ce moment à refaire un Bullitt. Pour vrai? Pour la scène finale, le camion se lance dans un ravin. Un système de rail fut installé. Celui-ci ne fonctionnait pas. Le cascadeur prend donc le volant lui-même et saute du camion à la dernière minute, d'où la porte grande ouverte lors du saut. Pas sûr que les assurances sont au courant de ça. Voici un top 5 des histoires cachées de duel. Numéro 5. Spielberg fait plusieurs apparitions sans le vouloir. On le voit à l'arrière de la voiture ou bien dans le reflet de la cabine téléphonique. Mais dans la version cinématique, on le verra 18 fois au total. Je n'ai pas compté, j'ai pas cherché pour. Mais il y en a qui disent qu'ils l'ont vu 18 fois. Numéro 4. Steven Spielberg aimait l'idée que le camion intimidait le conducteur. Cela faisait référence à sa propre enfance lorsqu'il était lui-même intimidé. Il vaut aujourd'hui 2,2 milliards. C'est qui les losers? C'est ça. Numéro 3. On peut voir l'inscription Griblips pour la voiture d'un exterminateur. Le nom est simplement Spielberg à l'envers. Numéro 2. Un couple s'arrête avec leur Plymouth spécial de luxe 1949 à la demande du personnage principal. Ce même couple se retrouve aussi dans Back to the Future, réalisé par Spielberg aussi. Numéro 1. Certaines scènes ont été réutilisées dans des épisodes de la série télévisée L'Incroyable Hulk. Les scènes évidentes d'utiliser étaient la Valiante rouge percutant la barrière et le camion qui saute de la falaise. La demande du réalisateur de ne pas faire le tournage en studio fut judicieux, mais rajouta 2 jours de plus au tournage. Ils ont même dû récupérer quelques scènes, comme ce dépassement fait à 2 reprises au même endroit.
ABC a insisté pour qu'on refasse le tournage de la chute dramatique du camion afin d'inclure une explosion spectaculaire. Spielberg avait choisi de traiter le camion comme un monstre plutôt qu'une machine. Il a donc décidé de tuer le camion lentement et douloureusement. Estimant que cela donnait un contexte plus lyrique à sa mort, Spielberg pensait qu'une explosion serait à la fois inutile et peu imaginative. Spielberg s'est battu contre ABC pour ne rien changer. Il a finalement eu gain de cause. J'aime ça écouter des vieux films. Tu sais, c'est figé dans le temps. Tu es capable d'aller revoir les vieilles modes, les vieilles coutumes, mais surtout les voitures qui ont régné dans une époque passée. Pourquoi tu veux retourner dans le temps? Je veux pas retourner dans le temps. Je veux juste voir. Je veux juste... J'espère que ça vous a plu jusqu'à maintenant. Bien sûr, on va terminer comme à l'habitude avec un peu d'actualité. C'était la présentation du Salon de l'Auto de New York. Ben oui, un retour après une longue absence compte tenu de la pandémie, bien sûr, mais un salon quand même rétréci au lavage. Je vais employer l'expression. Pourquoi? Parce qu'il manquait beaucoup de monde. Entre autres, les constructeurs allemands n'étaient pas là. Et par chance que les constructeurs Hyundai, Genesis et Kia étaient sur place avec des nouveautés, parce que sans ça, ça aurait été un salon plutôt mitigé. Voici d'ailleurs la liste des nouveautés qu'on a présentées là-bas. Entre autres, le Kia Telluride. Eh bien, on l'a présenté avec quelques retouches à l'extérieur, mais surtout une transformation dans l'habitacle avec ces fameux tableaux de bord. Moi, je vais l'appeler style Mercedes, mais c'est ce fameux grand écran qui occupe à peu près les 3/4 de la planche de bord. En même temps, on a profité chez Hyundai pour présenter le Palisade, le cousin germain, si on veut, du Telluride. Lui aussi, on lui a installé une nouvelle grille à l'avant, une grille qui est imposante, soit dit en passant, et on a aussi installé à bord ce fameux écran grand format. On a aussi présenté, en vrai, finalement, le Kia EV9. C'est un concept, mais qui apparemment serait très près du véhicule de production. Eh bien, le Kia EV9 s'inscrit dans la lignée des véhicules électriques chez Kia. On soupçonne que c'est à peu près la même plateforme, si on veut, que le Telluride ou le Hyundai Palisade, mais cette fois-ci, un véhicule entièrement électrique. Ça devrait arriver l'an prochain. C'est selon les dires, bien sûr, de chez Kia. Toujours chez Kia, on a présenté le Niro 2023, qui s'est refait une beauté. Il y a une silhouette pas mal moins anonyme que la première génération, mais on peut quand même discuter de cette fameuse bande verticale qui est installée au pilier C à l'arrière et qui traverse complètement le véhicule. C'est un peu particulier et selon les designers, il aurait un certain effet aérodynamique. Moi, j'ai des doutes parce qu'honnêtement, les effets aérodynamiques qui en imposent sur les performances du véhicule, bien ça doit être fait à grande vitesse et c'est pas le cas du Niro. On a présenté aussi, pas nécessairement dans le salon, mais lors d'une soirée, on a présenté la Genesis X Speedium, qui est un coupé. Moi, permettez-moi, en tout cas, au chapitre des photos, ce n'est pas nécessairement très représentatif. Je trouve le véhicule un peu disproportionné sur le plan design. Et d'ailleurs, ce n'est qu'une étude de style. Le véhicule ne prendra pas la route de la production. C'est pas le temps de le commander. On ne le retrouvera pas dans les salles de montre de chez Genesis. Chez Stellantis, bien, on a présenté une autre variante de son Chrysler Airflow. Quand même assez particulier parce qu'on reprend le nom d'un véhicule qui a fait époque à un certain temps. Chrysler Airflow, un véhicule entièrement électrique. On devrait ça aussi retrouver au sein de la gamme Chrysler dès 2024. Le Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer. Hey, ça, c'est quand même spécial. Un véhicule qui est déjà hyper imposant par son gabarit. Eh bien, imaginez-vous qu'on a présenté à New York une version L du véhicule, ou une version allongée. Ce qui nous fait dire que ça approche le format d'un autobus, c'est le cas de le dire. Du côté de Audi, on s'apprête à lancer sur le marché la dernière version de la fameuse Audi R8 avec son moteur V10 et on va présenter une version RS Final Edition. Alors ça devrait apparaître sous peu avec 650 chevaux sous le capot. C'est une voiture que j'ai toujours trouvée très jolie et c'était à l'époque, en tout cas lors de son lancement,
la voiture exotique la moins dispendieuse dans sa catégorie, c'est le cas de dire. Mais voilà que les ventes ont terriblement baissé depuis le temps. Et là, avec le virage vers les voitures électriques, ben, la R8 va tirer sa révérence. Autre nouvelle, la police de New York commence à prendre livraison de ses Mustang Mach-E tout électriques. Ben oui, la police de New York qui pourrait se retrouver avec ce genre de véhicule-là. On en a commandé 50 pour l'instant et les premières unités ont commencé à arriver. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une décision intelligente de la part de la police de New York parce qu'on sait quand même le territoire n'est pas très grand. Et en plus de ça, comme la circulation lourde, c'est commun à tous les jours, je pense que les voitures de police tout électriques, ça va aider la cause de l'environnement. Du côté de Chevrolet, on aura droit justement à l'arrivée d'un nouveau véhicule électrique dès l'an prochain. D'ailleurs, on a aperçu le Chevrolet Equinox EV. Le Chevrolet Equinox tout électrique. On devrait le présenter quelque part l'an prochain, mais comme millésimé 2024. On sait que chez GM, on annonce pour l'Amérique du Nord 20 voitures ou 20 véhicules tout électriques d'ici la fin de 2023. Donc, il faudra accélérer le pas, bien sûr, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de nouveautés en si peu de temps. Et finalement, on a présenté le Lexus RZ 450e. Vous savez que le BZ4X et le Solterra chez Subaru, deux véhicules qui ont été fabriqués conjointement entre Toyota et Subaru, c'est la première génération de véhicules tout électriques chez Toyota. On a présenté ces utilitaires il n'y a pas si longtemps. Voilà qu'on a une déclinaison plutôt Lexus avec ce RZ. On remarque qu'il emprunte quand même beaucoup d'éléments du BZ4X. On aura le loisir d'ailleurs de l'essayer quelque part cette année et peut-être de vous le présenter éventuellement. Voilà, c'est ce qui complète notre actualité pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on a un véhicule tout électrique. On va vous présenter l'essai de la Hyundai Ioniq 5. Bien sûr, il y aura l'atelier branché et l'actualité. Et on a eu le privilège de faire l'essai de la Rolls-Royce Ghost. Et on va vous présenter cet essai-là. Une voiture hors de prix, mais une voiture également hors du commun. En attendant, soyez prudents.